Yes, salut! Ça fait maintenant une semaine que la date limite des transactions est terminée dans la LNH. Donc aujourd'hui, petit retour sur les gagnants et les perdants, donc les winners, les losers, suite au trade deadline dans la LNH 2025. On part live up. Première équipe gagnante, sans grande surprise, les Panthers de la Floride, marqué deux grands coups de cette trade deadline-là. Commençons par l'arrivée de Seth Jones, donc le meilleur défenseur qui a été échangé à ce trade deadline-là. On se demandait est-ce que Chicago va être en mesure de l'échanger en raison de son contrat de 9,5 millions. Eh bien, finalement, les Panthers de la Floride ont réussi à l'acquérir. Ils ont donné cher, selon moi peut-être trop cher avec Spencer Knight, mais en même temps, les Panthers veulent gagner. En ce moment, ils veulent retourner en finale de la Coupe Stanley pour une troisième année consécutive. Donc, ils devaient payer le gros prix. C'est ce qu'ils ont fait. Seth Jones, gros move de Bill Zito, ça a été en mesure d'avoir Seth Jones à un salaire de 7 millions et non 9,5 millions. Ça change grandement la donne. Il reste un autre 2,5 qu'il peut utiliser par la suite pour autre chose. Justement, vous le voyez, le autre chose est en grande partie Brad Marchand. Brad Marchand dans l'uniforme des Panthers de la Floride. Je ne croyais pas voir ça de mes propres yeux. C'est un gars qui n'est pas juste bon sur la patinoire, c'est un gars qui est extrêmement un leader dans la chambre. Il y avait déjà des leaders en Floride, mais jamais trop de leaders. Et Brady Tkachuk, Sam Bennett et Brad Marchand dans la même équipe, ça sera pas beau à voir quand Brad Marchand sera de retour. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'un choix de deuxième ronde, c'est pas beaucoup. En effet, c'est pas beaucoup pour un joueur de la trempe de Marchand. Par contre, chose à considérer, premièrement, son âge. Marchand, il n'est pas en train de rajeunir, comme on dit. Deuxièmement, c'est un UFA à la fin de l'année, donc il devient libre comme l'air le 1er juillet. Est-ce qu'il va être en mesure de le re-signer? Selon moi, je ne sais pas. Par contre, Marchand a dit au directeur général de Boston qu'il voulait jouer à une place si c'était pas à Boston et c'était en Floride. De là un peu pourquoi que les Panthers avaient le gros bout du bâton et que finalement ça a été seulement entre guillemets un choix de deuxième ronde de 2027 qui a été échangé pour Brad Marchand. Et en passant, c'est un choix conditionnel, donc s'il y a certaines conditions qui sont retenues, eh bien Brad Marchand, ça va être un choix de première ronde en retour. Autre acquisition qu'ils ont faite que j'ai bien aimé, l'arrivée de Nico Sturm. Il n'y a jamais trop de profondeur, surtout en séries éliminatoires. Nico Sturm est très bon joueur de centre, de 3-4e trio, s'il arrive des blessés. Ils ont déjà une bonne 3e ligne actuellement en Floride, mais sur la 4e ligne, Nico Sturm va avoir un très gros rôle en séries éliminatoires, j'en suis convaincu. Et finalement, l'arrivée de Vitek Vanecek, c'était de mise là, que Bill Zito aille chercher un deuxième gardien de but suite au départ de Spencer Knight. Et à quel point il n'était pas sûr que Vitek Vanecek allait faire la job, il s'est dit, bon, je vais aller chercher en plus Kaapo Kähkönen pour être bien sûr. Par contre, Vanecek, depuis qu'il est arrivé en Floride, il le fait très bien. En fait, Vanecek, c'est un bon gardien de but qui s'est juste retrouvé dans une mauvaise équipe et qui faisait ce qu'il pouvait. Du côté des perdants, commençons ça avec les Prédateurs de Nashville. En fait, rien contre leur directeur général. Barry Trotz, c'est un des meilleurs coachs à jamais avoir coaché dans la LNH. C'est le coach le plus populaire à Nashville. Par contre, depuis qu'il est à la barre de l'équipe à titre de directeur général, des fois, je me demande un peu ce qu'il est en train de faire avec la formation. Il y a eu un gros 1er juillet dernier avec les signatures, surtout de M. Steven Stamkos, Brady Shea qui est arrivé là-bas, Luke Schenn qui avait signé là-bas. Bref, on s'attendait à une grosse saison à Nashville et c'est le contraire qui est arrivé en ce moment. Là, il nous a sorti un échange. Michael Bunting, j'haïs pas l'acquisition de Bunting parce que je pense que Nashville, en fait, il était juste pas prêt à se dire on reconstruit. Un peu comme les Bruins de Boston l'ont fait. Donc Bunting, c'est le genre de gars qui peut encore amener un côté offensif à la formation de Nashville avec des gars comme Stamkos, comme Marchessault, Philippe Forsberg, évidemment. Bunting peut bien les compléter. Par contre, de donner Luke Schenn et Novak pour Michael Bunting, j'ai pas trop compris cet échange-là. Premièrement, pourquoi ajouter Luke Schenn dans cet échange-là alors que Schenn, on l'a vu, qu'il s'est fait échanger contre un choix de 2e ronde et 4e ronde par la suite. Ça n'a pas de bon sens d'ailleurs. De Pittsburgh à Winnipeg. Pourquoi que Nashville n'a juste pas échangé Luke Schenn toute seule contre un choix de 2 puis un choix de 4 ou juste un choix de 2 à ce moment-là? Évidemment, les enchères ont monté pour que ça en vienne à un choix de 2 un choix de 4, mais pourquoi ils n'ont pas échangé Schenn contre un second pick puis ensuite rééchanger le second pick contre un joueur si jamais leur vision n'est pas de reconstruire tout de suite?
Bref, ensuite, l'échange de Gustav Nyquist contre un choix de deuxième ronde au Minnesota, c'est pas un mauvais échange en soi, mais en fait, c'est juste le fil conducteur que j'ai du mal à comprendre à Nashville de la part de Barry Trotz. Je pense que même à Nashville, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va et voilà pourquoi ils sont perdants suite à ce trade deadline. Autre gagnant de ce trade deadline, évidemment, les Stars de Dallas. Ils ont marqué le plus gros échange que j'ai vu peut-être de ma vie avec Shea Weber contre Piquet Subban, évidemment. Mais Mikko Rantanen avec les Stars de Dallas, personnellement, je suis très ravi. J'adore Rantanen, j'adore les Stars. Oui, ils ont payé cher. Par contre, pour un gars comme Rantanen qui en vient avec une signature de 8 ans, c'est pas cher payé. Stankoven, c'est un très bon joueur. Il va s'y plaire en Caroline. Il va avoir toutes les chances du monde. Par contre, Rantanen, je crois qu'il va amener un autre punch offensif avec les Stars. Et avec la perte de Joe Pavelski, l'année dernière, là, Jamie Benn qui s'en vient vieux, Tyler Seguin qui s'en vient vieux, Matt Duchene qui s'en vient vieux. Un gars comme Rantanen va comme redonner un deuxième boost aux Stars de Dallas. Et leur fenêtre pour gagner la Coupe Stanley qui s'en venait peut-être à 1-2 ans vient de s'étirer jusqu'à un bon 5 ans. Pour avoir gros, il faut que tu donnes gros. Puis les Stars, ils l'ont montré. J'ai adoré l'échange de Mikael Granlund, un autre Finlandais. Ça fait pas mal de Finlandais. Rupi Hintz qui est là aussi, Esa Lindell, Mikko Rantanen et Miro Enskanen. Les Stars de Dallas, ils se sont dit on y va all-in et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Autre équipe qui m'a déçu et qui sont perdants dans ce trade deadline-là, c'est les Kings de Los Angeles. Les Kings, en fait, c'est pas nécessairement qu'ils sont perdants. J'haïs pas l'échange de Kuzmenko parce que en soi, je pense que ce qui était très important avec les Kings, c'était amener un ailier capable de compter des buts en plein ce que Kuzmenko est. Ils n'ont pas donné cher pour Kuzmenko, en fait, vraiment pas cher. Ce qui me déplaît avec les Kings de Los Angeles, c'est que ça fait maintenant 3 ans, si je me trompe pas, qu'ils perdent contre les Oilers d'Edmonton. Et si rien ne change, ils risquent encore de pogner Oilers d'Edmonton, puis on risque encore de voir une élimination des Kings face aux Oilers d'Edmonton. Donc, s'ils veulent vraiment passer les Oilers en première ronde, ils se doivent d'avoir un alignement plus complet que ce qu'ils ont présentement sur la table. Et c'est pas l'arrivée de Kuzmenko qui va changer quoi que ce soit à ça. Donc, j'aurais aimé peut-être un défenseur de profondeur. J'aurais aimé un attaquant de 4e ligne aussi. Par contre, en même temps, est-ce que les Kings se disent que ça sert à rien d'échanger nos choix de 2e et 3e ronde parce qu'en ce moment, le marché était vraiment haut? Parce qu'on n'y croit juste pas. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'ils savent qu'ils sont pas vraiment là. Mais en même temps, avec des gars vieillissants comme Andy Kopitar et Drew Doughty, je pense que tu n'as juste pas le choix d'essayer. Autre équipe qui sont des gagnants selon moi, les Sénateurs d'Ottawa. Wow! Je commence à adorer l'alignement des Sénateurs d'Ottawa. Je commence à adorer ce que les Sénateurs d'Ottawa font. L'arrivée de Dylan Cousins, Fabian Zetterlund, c'est selon moi un des échanges les plus underrated. Fabian Zetterlund, c'est un excellent joueur et ils ont réussi à l'avoir contre seulement Zach Ostapchuk, Noah Gregor. Je trouve que... En fait, je comprends pas la transaction du côté de San Jose. Je comprends pas pourquoi ils devaient à tout prix se départir de Fabian Zetterlund. Il n'est pas agent libre sans restriction, mais il est agent libre avec restriction. Donc, ce qui veut dire que l'équipe a encore ses droits à la fin de la saison. Est-ce que du côté de Zetterlund et des Sharks, ils se disaient un peu les deux côtés qu'ils voulaient se séparer? Est-ce que Zetterlund demandait un salaire trop élevé aux Sharks puis les Sharks n'étaient pas prêts à payer ça? C'est selon moi ce qui est arrivé. Et les Sénateurs d'Ottawa ont juste décidé de rentrer dans le bateau et se dire on checkera combien qu'il veut à la fin de l'année, mais présentement, on a besoin de Zetterlund pour faire les séries et d'essayer de se rendre loin en série. Et Zetterlund va faire exactement ça. C'est un gagnant. C'est un monstre. On a vu à quel point il est capable de deadlifter des charges de malade. C'est un train, il a une bonne shot. Et ça va être un très bon joueur pour les Sénateurs d'Ottawa. Et ça me fait juste de la peine parce que le Canadien a regardé ça passer. C'est le genre de transaction que facilement on aurait pu sauter dessus. Ils n'ont pas donné grand-chose, comme je viens de le dire. Pour revenir rapidement à l'échange de Dylan Cousins, ils ont donné beaucoup. C'est sûr que Josh Norris, ça crève le cœur aux partisans des Sénateurs d'Ottawa, 100%. Par contre, il faut regarder là-dedans que Josh Norris est souvent blessé, que Josh Norris, son contrat était lourd, tout comme celui de Dylan Cousins, mais Dylan Cousins est un plus jeune. Il amène quelque chose de plus que Josh Norris. Je pense que Norris, en ce moment, a un apport offensif plus important que Cousins. Par contre, depuis que Dylan Cousins il est là, avec les Sénateurs, qu'il y a 4 points en 4 matchs, j'ai regardé la première game, ça a l'air d'un gars qui est content d'être échangé. Désolé Buffalo, vous êtes encore la risée. Mais Dylan Cousins, c'est un joueur qui va être aimé par les partisans. Bref, good job Sénateur.
Un autre équipe qui me déplut, les Red Wings de Détroit. Steve Yzerman trouve tellement qu'il a fait des transactions débiles avec le Lightning de Tampa Bay, mais depuis quelques temps avec les Red Wings de Détroit, c'est une autre équipe que je me demande où est-ce qu'ils s'en vont. Ils sont comme toujours dans l'entre-deux qui savent pas trop. Quand il a échangé Joe Veleno, je pense que c'est pas ça qui me titille. Joe Veleno, le joueur qui est actuellement, je pense que c'est pas mal le joueur qui va être. J'imagine qu'à Chicago, il va avoir plus de chances sur des trios offensifs, donc il va probablement avoir de meilleurs chiffres, mais au final, c'est pas la perte de Joe Veleno qui va faire mal aux Red Wings de Détroit. Par contre, tu échanges Veleno contre Peter Mrazek et Craig Smith. Smith qui a 34 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Mrazek qui doit avoir dans ces mêmes âges-là, peut-être 32-33 ans. Mrazek qui n'a pas un bon contrat, il gagne plus de 4 millions, puis il a encore signé l'année prochaine. Et en ce moment, tu es les Red Wings de Détroit, tu es un fan, tu as un Sébastien Cossa que tu es repêché, tu es dans l'organisation et qui va encore jouer à Grand Rapids si rien change, parce que l'année prochaine, tu as Mrazek et tu as Talbot de signer. Je comprends pas. Ça fait pas vraiment de sens ce qui est en train de se passer dans les filets à Détroit. Stevie Y manquait ta shot. On va terminer ça avec l'Avalanche du Colorado. En fait, j'aurais aimé ça parler des Maple Leafs de Toronto. Arrivé de Lawton et Carlo, j'adore ça. Oui, ils ont donné beaucoup avec Fraser Minton, Peter Gribenchkin, puis 2 first pick. Par contre, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est ils ont utilisé la stratégie que le Lightning de Tampa Bay utilise depuis plusieurs années, c'est je donne pour recevoir, et je reçois pas non des joueurs de location, mais je reçois des joueurs qui seront encore signés pour au moins une autre année en Scott Lawton, en Brendan Carlo, puis ça, j'adore ça. Pour venir au Colorado Avalanche, ça va être la dernière équipe qu'on va parler aujourd'hui. Il y a eu de la transaction au pied carré. Comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment, ça n'a pas de sens. Nick Hatch, Nelson, Jack Drury, Ryan Lindgren, Charlie Coyle, Jimmy Vesey, ça c'est comme l'important. Eric Johnson aussi. J'adore son acquisition d'ailleurs pour le leadership. Il est là pour rentrer comme rôle de 6e défenseur quand il est un blessé comme actuellement. Puis sinon, il est 7e puis il va être bien content là-dedans. Mais bref, pour venir aux transactions importantes, je pense que l'échange de Rantanen était tout sur le cul au début. Après ça, on a compris que c'était en raison d'une différence de pourparlers pour le prochain contrat de Rantanen. Mais on doit se dire, ça a quand même amené une nouvelle facette à l'Avalanche du Colorado. Puis, Martin Necas s'y plaît. Martin Necas est en train de produire avec McKinnon. Donc, je pense que oui, Rantanen, ça fait mal. Mais en même temps, tu es capable d'avoir un gars comme Necas qui gagne moins cher. Tu peux utiliser ton argent sur d'autres joueurs à la Brock Nelson. Je pense que Brock Nelson, si tu m'avais demandé quel genre de joueur qui manque à l'Avalanche du Colorado, c'est un Brock Nelson. Quand ils ont gagné leur Coupe Stanley, il y avait un Nazem Kadri sur le poste de deuxième trio. Puis Brock Nelson, c'est un peu un Nazem Kadri, sans les comparer trop de façon similaire, mais je veux dire, c'est 2 joueurs qui comprennent comment jouer dans leur zone. Tu n'as pas peur de l'envoyer. C'est pas comme un Casey Middlestat que oui, capable de produire un peu offensivement, s'il y a des chances. Mais Nelson, c'est un train, c'est un gars que tu veux en série. Puis je pense que justement, l'Avalanche du Colorado était pas prêt à partir en série avec un gars comme Middlestat sur le deuxième trio. Puis je les comprends. Fait que là, t'es rendu avec une ligne de centre de McKinnon, Brock Nelson, Charlie Coyle, Jack Drury. C'est peut-être la meilleure ligne de centre de la Ligue nationale. Charlie Coyle, ils ont donné beaucoup, selon moi. Donné Middlestat, Will Zellers. Pour Coyle, c'est beaucoup. Par contre, Coyle, il y a un contrat l'année prochaine. Finalement, l'arrivée de Ryan Lindgren, au début, c'est peut-être la seule transaction que j'aimais pas vraiment de la part de l'Avalanche du Colorado. Calvin DeHaan était, selon moi, plus stable défensivement. En plus, ils ont donné des choix repêchage. Par contre, Lindgren, depuis qu'il est arrivé au Colorado, il joue très bien. Faut lui donner. On s'entend que si Lindgren revient, le Ryan Lindgren qui jouait il y a quelques saisons avec Adam Fox, évidemment qu'à long terme, c'est une bonne transaction. C'est juste que là, Lindgren se cherchait. Il y avait tout le spotlight sur lui avec New York, puis ça allait très mal. Par contre, depuis qu'il est arrivé, on peut rien dire. Finalement, je ne sais pas si vous avez déjà vu le line-up de l'Avalanche du Colorado en début de saison. Le 3e trio, le 4e trio, c'était pitoyable. En fait, il n'y avait aucune profondeur au Colorado. Puis après tous ces échanges-là, Colorado se retrouve avec une très bonne profondeur. Ça ramène comme tout le monde sur leur chaise. Ross Colton qui revient sur une 3, Logan O'Connor qui revient sur une 4. C'est Jimmy Vesey qui est capable de rentrer dans le line-up. Bref, j'adore les transactions du Colorado, malgré la perte d'un gars comme Mikko Rantanen qui est top 10. Bref,
Sinon, du côté des perdants, je rajouterais peut-être les Devils du New Jersey. J'ai pas compris pourquoi ils ont décidé de donner autant pour aller chercher un gars comme Brian Dumoulin, alors que le jour avant, t'annonces que Jack Hughes est blessé pour toute la saison. Utilise ce choix de deuxième ronde pour aller chercher un centre. T'as déjà une bonne def. Bref, j'ai pas compris cette transaction-là. Donc, si vous avez aimé, likez, commentez. Commentez vos perdants et vos gagnants de ce marché de transactions-là. Puis, plusieurs vidéos vont suivre sur les agents libres qui s'en viennent cet été. Merci.